Alors tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de la bibliothèque municipale, remercier Fabienne Chagreau qui la première m'a accueilli ici, et Rémi Cazin qui m'a aussi accueilli lorsqu'il est arrivé un peu après moi. Et donc ça m'a permis ils m'ont permis de travailler sur ces fragments de manuscrits hébreux qui sont donc collés sur les reliures de livres anciens, d'incunables ou d'imprimés du début du XVIe siècle. Alors les incunables, donc, ce sont les livres qui ont été imprimés avant 1500 et ça vient, voilà. Et lorsque ils ont été imprimés, ils ont été reliés et on a utilisé des fragments de manuscrits, pas simplement des fragments de manuscrits hébreux comme je vais le dire, mais aussi des fragments de manuscrits hébreux. Alors, ces fragments de manuscrits hébreux sont très importants pour la recherche sur les communautés juives parce que ce sont pratiquement les seules traces matérielles de l'histoire des communautés juives. À l'époque médiévale, ces communautés juives se distinguent par un usage omniprésent de l'écrit. Les livres, les documents écrits ont joué un rôle très important pendant toute l'histoire du Moyen-Âge. Tout était mis par écrit, les contrats. On n'a pas retrouvé, je n'ai pas retrouvé donc, dans ces fragments de manuscrits, dans la région de textes de contrats en hébreu, mais on a beaucoup retrouvé en Provence, on en retrouve énormément également à Gérone, en Espagne. Et tous ces fragments hébreux sont d'autant plus importants que très peu d'ouvrages nous sont parvenus du Moyen-Âge. Alors quand on dit peu d'ouvrages, c'est parce qu'on ne recense que 20 000 ouvrages manuscrits hébreux dans les bibliothèques du monde entier, et ça semble très peu compte tenu de l'importance que l'écrit revêtait pour les Juifs dans les communautés juives. Donc il est évident que tout nouveau manuscrit qui est découvert, aussi fragmentaire soit-il, il peut s'agir d'un feuillet, il peut s'agir d'un bifeuillet, c'est-à-dire un double feuillet, mais il peut s'agir aussi d'un fragment, un feuillet coupé. Donc tout fragment est une contribution très importante à la connaissance de l'histoire littéraire et intellectuelle donc des communautés juives au Moyen-Âge. Ils attestent, chaque fragment atteste de l'existence d'un livre et donc enrichit la bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux. Alors il faut quand même nuancer cette affirmation puisque parfois, quand on travaille sur un corpus précis, il arrive que l'on trouve plusieurs fragments provenant d'un même ouvrage. Donc automatiquement, je ne peux pas dire que tout fragment atteste de l'existence d'un ouvrage. Non, j'ai plusieurs fragments. Alors l'analyse et le catalogage de ces fragments hébreux permet de reconstituer les bibliothèques juives médiévales et d'apporter des éléments de réponse aux questions suivantes. Que lisait-on? Que copiait-on? Qu'étudiait-on? Le corpus des manuscrits hébreux conservés à la bibliothèque de Colmar est relativement homogène selon des critères paléographiques, c'est-à-dire que l'écriture, tous ces manuscrits ont été copiés par une main ashkénaze. On fait la distinction entre différents types d'écriture. On parle d'écriture ashkénaze, c'est-à-dire donc nord de la France ou Allemagne et plus tard Pologne, donc vallée du Rhin, Allemagne, Pologne. L'écriture séfarade qui était l'écriture en usage en Espagne et en Provence. On a également l'écriture italienne et il y a également l'écriture orientale, qui est une variante, et de l'écriture séfarade. Et donc là, tous les manuscrits pratiquement, sauf un, sont écrits par une main ashkénaze, ce qui veut dire qu'ils ont probablement été tous produits dans cette région. Ils viennent tous de la vallée du Rhin ou de régions proches de la vallée du Rhin, puisque je parlerai tout à l'heure d'un manuscrit qui est plutôt un manuscrit d'origine française. Alors quand on dit manuscrit d'origine française, c'est toujours le nord de la France.
Ces fragments sont conservés dans une centaine d'ouvrages, je ne rentre pas dans des détails très précis, préservés à la bibliothèque municipale de Colmar, qui possède, vous devez le savoir, une des plus riches collections d'incunables de France. La bibliothèque, qui était d'abord appelée dépôt littéraire, puis école centrale, et l'histoire de la bibliothèque est importante parce qu'on ne peut comprendre la présence de ces fragments que si on connaît l'histoire de la bibliothèque. Donc cette bibliothèque, la bibliothèque de Colmar, a été constituée par la réunion des collections monastiques de Haute-Alsace en application du décret du 14 novembre 1789. Et donc parmi ces collections monastiques, je citerai par exemple le couvent des Dominicains de Colmar, mais également le Rouffach, les franciscains de Rouffach, le couvent des franciscains de Rouffach. Donc il y a énormément d'institutions religieuses dont les ouvrages ont été réunis ici à Colmar. Alors, 2 siècles donc, après la création de cette bibliothèque, Colmar conserve toujours près de 2000 incunables. Je laisserai les spécialistes corriger éventuellement les chiffres, auxquels s'ajoutent plus de 1000 manuscrits. En 1967, Pierre Schmitt, qui était conservateur de la bibliothèque municipale de Colmar, avait signalé la présence de manuscrits collés sur les contreplats des reliures ou utilisés comme pages de garde dans de nombreux volumes, qu'il s'agisse d'incunables ou de manuscrits. Et je le cite, « Ce serait un travail sans doute fructueux et une contribution éminemment précieuse à notre connaissance de la civilisation du Moyen-Âge que de relever et d'analyser systématiquement toutes les gardes des reliures anciennes. » Mais il n'était pas le premier. La première mention explicite de ce phénomène, à savoir qu'un manuscrit hébreu a été réutilisé dans la reliure d'un ouvrage, a été faite par l'humaniste Conrad Pélican. Kürsner, né à Rouffach, à 15 km de Colmar, en 1478, et décédé à Zurich en 1556. Dans son testament autobiographique, rédigé en 1544, le Chronicon, alors qu'il était devenu un hébraïsant reconnu, exégète de la Bible, traducteur, grammairien, il a rédigé une grammaire en 1501 qui a été publiée à Strasbourg en 1504. Conrad Pélican évoque ses premiers pas dans l'apprentissage de l'hébreu. Et il rapporte une discussion qu'il avait eue avec Paul Federsheimer, juif converti, lors d'une réunion de franciscains en 1499, au cours de laquelle il raconte avoir toujours souhaité apprendre l'hébreu, et ce, dès l'adolescence. Donc, je lis en français, et déjà adolescent, les écritures hébraïques m'incitaient à l'étude, chaque fois que j'en trouvais, notamment sur les parchemins avec lesquels nos livres étaient reliés. Ce souvenir intervient après une digression au cours de laquelle Pélican évoque les ouvrages de Nicolas de Lyre et Petrus Negri, dont les reliures, à l'évidence, si l'on se fie à la juxtaposition des 2 récits ou des 2 anecdotes, comportaient des fragments hébreux. Pélican venait de Rouffach, et la curiosité m'a poussé à vérifier les fragments hébreux conservés dans les ouvrages de Nicolas de Lyre, présents à la bibliothèque municipale de Colmar. À ma grande surprise, le contreplat supérieur d'un incunable, c'est-à-dire la 2e de couverture, contenant le commentaire de la Bible de Nicolas de Lyre, porte dans la marge un essai de plume d'un chrétien, ce qui est le seul cas de la collection à la bibliothèque de Colmar. Certes, cet ouvrage appartenait au couvent des Dominicains, mais la coïncidence est troublante. L'étudiant malicieux qui crayonnait le mot, le mot est impropre, qui reproduisait des lettres hébraïques sur les contreplats, a sévi sur un autre fragment, conservé cette fois à la bibliothèque universitaire de Strasbourg. Je rappellerai pour mémoire que la bibliothèque de Colmar a offert à la ville de Strasbourg des ouvrages de valeur, des doubles des incunables que la bibliothèque possédait, pour reconstituer la bibliothèque municipale de Strasbourg qui avait été totalement détruite
par les bombes incendiaires allemandes en 1870. Alors, ce second fragment était collé sur un incunable qui se trouve à la bibliothèque municipale, mais aujourd'hui, il est décollé, alors pour des raisons historiques dans lesquelles que je vais relater, mais très brièvement, il se trouve aujourd'hui à la bibliothèque, à la BNU de Strasbourg. Alors, que s'est-il passé? En fait, ces fragments sont arrivés à la bibliothèque universitaire de Strasbourg dans le fond d'Édouard Reuss. Édouard Reuss était un grand théologien du XIXe siècle, et ces manuscrits, ces livres, de nombreux ouvrages, ces papiers, ces archives sont arrivés à la BNU, ont été donnés, et dans ces manuscrits, il y avait des liasses avec des fragments de manuscrits hébreux. Très rapidement, comme j'étais allée à la bibliothèque municipale André Malraux, je crois, aujourd'hui, je me suis aperçue que les fragments qui se trouvaient à la bibliothèque nationale, enfin à la BNU, correspondaient au contreplat, aux reliures qui se trouvaient à la bibliothèque municipale. Et disons qu'en faisant quelques recherches, je me suis aperçue qu'à un certain moment, le fils d'Édouard Reuss avait été le bibliothécaire de la bibliothèque municipale, et j'imagine que comme il voulait faire analyser ces fragments hébreux, il avait allègrement décollé, allègrement décollé, parfois en laissant une partie, donc les fragments qui étaient collés sur les contreplats, sur les reliures, et les avait donc confiés à son père, qui en avait d'ailleurs, qui avait recensé une partie. Donc voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle on retrouve, et je vais vous l'indiquer ici, on retrouve donc également sur un manuscrit du même type, et alors je ne sais pas, je vais retourner en arrière, je n'y arrive pas, sur un manuscrit du même type qui provient du même ouvrage, c'est un ouvrage, c'est un rituel de prière, et on retrouve de nouveau des essais de Plume d'un chrétien qui a essayé de reproduire ces deux mots, ici. Il a également dessiné, et à nouveau, on voit que ce fragment était collé sur un ouvrage de Nicolas de Lyre, Les Postilles, cette fois-ci. Alors, il est difficile de dire que c'est Conrad Pélican, je n'ai pas suffisamment de preuves, qui s'est amusé à reproduire des lettres hébraïques, mais avouez que la coïncidence est troublante. Alors par ailleurs, ces manuscrits, ces deux incunables appartenaient au fond des dominicains, et Conrad Pélican a étudié chez les franciscains. Peut-être était-il d'usage d'aller chez les uns et les autres pour consulter des ouvrages que l'on n'avait pas dans la bibliothèque de son couvent. Donc voilà. Alors, il peut paraître étrange que des fragments hébreux, comportant pour certains le tétragramme, le nom de Dieu en 4 lettres, aient été utilisés comme matériaux de récupération pour protéger le papier de livres récemment imprimés. Il est d'usage dans la tradition juive d'entreposer les ouvrages abîmés et recouverts de caractères hébreux, notamment lorsqu'il s'agit de textes liturgiques ou bibliques, dans une gniza. Une gniza. Ça peut être une pièce attenante à une synagogue, comme la célèbre Gniza du Caire, qui est une pièce attenante à la synagogue Ben Ezra au Caire, à Fustat, mais il peut s'agir également, en tout cas dans la tradition ashkénaze, d'une tranchée, une fosse que l'on creuse et dans laquelle on enterre les manuscrits usagés. Alors ces manuscrits qui ont été usagés, qui ont été enfouis dans la terre, on a peu de chances de les retrouver. Si aujourd'hui nous avons des manuscrits qui proviennent de la communauté juive médiévale, enfin, de Colmar et des environs, c'est parce qu'ils ont été collés sur les incunables. Mais néanmoins, comment se fait-il qu'ils soient arrivés dans des mains de relieurs, dans les mains de relieurs, dans des mains chrétiennes?
Alors, ce qui est probable, c'est qu'ils ne sont tombés dans les mains des relieurs qu'à la suite de circonstances tragiques dont on reparlera ultérieurement. La plupart des ouvrages qui contiennent des fragments hébreux proviennent du couvent des Dominicains, qui abrite aujourd'hui donc la bibliothèque municipale de Colmar, et les incunables ont été reliés à la fin du XVe siècle, peu de temps après leur impression. Les reliures, alors, sont le plus souvent en peau de truie sur ais de bois. Donc, j'ai deux ouvrages normalement que je peux vous montrer pour que vous voyez la reliure. Merci beaucoup. Donc, vous avez là deux ouvrages. C'est bon. Vous avez là deux ouvrages de dimensions différentes, mais ce sont des ouvrages extrêmement lourds. Ce sont des reliures donc en bois et qui ont été faits probablement ici dans le couvent des Dominicains. Comme on n'a pas trouvé de traces de ligators, de relieurs dans la région, on suppose à juste titre, et je tiens mes informations donc, de Fabienne Chagreau, que ces ouvrages ont été reliés à l'intérieur même du couvent. Alors, il est probable également que les dominicains, que d'autres ouvrages appartenant à d'autres institutions religieuses aient été également reliés ici dans le couvent des dominicains. Ce qui explique que parfois on retrouve des fragments provenant d'un même livre, d'un même texte, dans des ouvrages qui proviennent d'institutions religieuses différentes. Donc là, que vous voyez clairement ce qui se passe, donc là vous avez la reliure, ici c'est donc le contreplat supérieur, hein, c'est le début du livre, de l'ouvrage, et vous avez des fragments hébreux qui ont été collés, probablement pour protéger le papier des incunables de la reliure qui était épaisse et qui risquait peut-être de les abîmer. Donc voilà, et vous en avez également du second côté. Voilà, c'est le contreplat inférieur. Alors, je vous montre également le deuxième ouvrage. Donc là, on a un deuxième ouvrage, mais cette fois-ci, la page, le feuillet qui a été utilisé était un feuillet qui était trop grand, donc on a coupé le feuillet. Parfois, on retrouve la deuxième partie du feuillet sur le deuxième contreplat. Là, ce n'est pas le cas, on a utilisé un autre texte. Voilà. Alors, si je prends le corpus dans son ensemble, le corpus des fragments de Colmar. Tous les fragments hébreux qui sont conservés dans les reliures, soit des manuscrits, soit des incunables de la bibliothèque de Colmar, on obtient la répartition suivante. Hein. La majorité des fragments sont des ouvrages liturgiques. Quelques-uns viennent d'une Bible avec targum araméen, c'est-à-dire traduction araméenne, mais toujours en caractère hébreu. D'autres sont des traités du Talmud, des commentaires de la Bible ou des commentaires sur le Talmud. Il y a des fragments de manuscrits halachiques, c'est-à-dire la loi juive. 4 fragments, et ce qui est très étonnant, du Sefer HaShorashim de David Kimchi, qui est un ouvrage lexicographique, dont vous avez un exemplaire exposé dans la vitrine en bas. Et on a également des tables astronomiques. Alors, 3 pentateuques différents ont été identifiés, 5 livres de prières, un fragment d'un rouleau de la Torah, et donc 2 fragments de cette table astronomique qui permet de fixer la néoménie, c'est-à-dire la nouvelle lune.
savoir à quel moment la nouvelle lune apparaît, qui était nécessaire pour la vie religieuse. Alors, tous ces feuillets proviennent-ils d'une bibliothèque privée, d'une famille aisée? Cela semble improbable. Les fragments liturgiques appartiennent à des livres de prière différents, Marzorim. On ne trouve qu'un seul fragment d'un livre de prière à usage quotidien. Les livres de prière qui sont collés sur les contreplats sont des livres de prière décorés dont l'usage était réservé aux fêtes, à des moments plus importants, mais un livre de prière quotidien on ne le trouve pas, peut-être parce que le format était plus petit, que cela n'intéressait pas les relieurs, ou peut-être tout simplement parce que lorsque les Juifs étaient chassés, qu'il fallait partir rapidement, il était plus facile de prendre un livre de petit format avec soi que d'emporter un livre de grand format. Et cela explique peut-être la raison pour laquelle on n'en a pas retrouvé. D'ailleurs, il y en a très peu également dans les manuscrits qui sont conservés dans les bibliothèques. On en trouve peu. On trouve essentiellement donc les livres de fête qui étaient des beaux livres, en général de dimension assez importante, mais pas de petits livres d'usage quotidien. Et pour juste un détail, vous savez tous probablement que lorsqu'on écrit l'hébreu, on écrit les consonnes et on écrit les voyelles séparément. C'est-à-dire que les consonnes, ce sont les caractères, ce sont les lettres, et on a des points voyelles qui nous permettent de lire. Aujourd'hui, un livre de prière en hébreu est entièrement vocalisé, à des voyelles. Le fragment de livre de prière que l'on trouve, qui date du Moyen-Âge, de l'époque médiévale, n'est pas vocalisé. Et donc, c'est un format le format est d'autant plus petit puisqu'il n'est pas nécessaire de mettre les voyelles. On peut se demander si les fragments découverts dans un même fond, ici le fond de Colmar, constituent un échantillon représentatif des ouvrages que détenaient les membres des communautés juives. Et si les résultats que l'on peut tirer de l'examen de leur caractère physique et textuel est extrapolable. Or, bien qu'il semble difficile d'apporter une réponse tranchée, on notera que différents chercheurs ayant travaillé sur d'autres fonds découverts en terre ashkénaze ont constaté que la répartition statistique des textes découverts est approximativement la même, à savoir une grande proportion de parchemins liturgiques, un nombre moins important de textes bibliques, plusieurs feuillets de commentaires de Rachi sur la Bible, un échantillon de textes du Talmud et de commentaires talmudiques, quelques fragments provenant donc de livres de halakha, de loi juive, et d'autres items relevant d'un genre littéraire différent et pas toujours les mêmes selon les régions. À cela, j'ajouterai qu'il a été possible de mettre en évidence un lien vraisemblable entre l'utilisation de ces manuscrits comme matériaux pour les reliures et la destruction de communautés juives locales, ce qui est également le cas ici. En effet, tous ces volumes, la plupart des volumes contenant les fragments hébreux, ont été reliés pour l'essentiel durant la seconde moitié du XVe siècle, à une époque où la vie juive dans la vallée du Rhin était précaire. Après les persécutions déclenchées par l'épidémie de peste noire, quelques familles étaient revenues s'installer en 1385 à Colmar, mais un siècle plus tard, en 1476, lors de la guerre de Bourgogne entre Louis XI, roi de France, et Charles le Téméraire, les Suisses, alliés du roi, entrèrent à Colmar et y massacrèrent une grande partie des habitants juifs. Alors je ne rentre pas dans tous les détails. En tout cas, les feuillets de parchemin conservés dans les reliures de ces incunables ont été imprimés pour la plupart entre 1471 et 1497. On parle d'un massacre en 1476, de la destruction d'une grande partie de la communauté juive.
Il est difficile de ne pas faire le lien entre les deux, et il est probable que ces feuillets sont parmi les souvenirs, les rares souvenirs matériels de cette communauté qui a disparu tragiquement. Et on peut penser qu'ils reflètent également fidèlement la composition des bibliothèques juives de la région à cette époque. Et là donc, on va parler tout d'abord des traités du Talmud, mais rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour essayer de confirmer ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, même des fragments qui viennent peut-être de différentes petites communautés, reflètent la bibliothèque que les Juifs possédaient au XVe siècle. Alors, 19 incunables contiennent des fragments du Talmud et ils viennent de différentes collections. Des dominicains de Colmar, de Guebwiller, des augustins de Colmar, des franciscains de Rouffach, des cisterciens de Colmar, des bénédictins de Münster, des antonins d'Issenheim et des chanoines de la collégiale Saint-Martin. On est encore à Colmar. Mais donc vous voyez que les fragments viennent de différents endroits. Les origines sont diverses et le contenu est intéressant parce qu'il n'y a que 9 traités talmudiques dans ces fragments sur les 63 que compte le Talmud. J'ai énuméré les traités ici, là vous avez la liste des traités, et entre parenthèses, vous avez les... Alors là il y a une erreur, brachot c'est 3. Vous avez entre parenthèses le nombre d'ouvrages qui est attesté par la présence des fragments. C'est-à-dire que j'ai retrouvé des fragments qui proviennent de 3 ouvrages différents de brachot. Je n'ai retrouvé de fragments, j'ai trouvé des fragments qui ne viennent que d'un seul ouvrage de Hérouvine. Même s'il y a plusieurs fragments, mais en tout cas, il est évident qu'il y avait 3 ouvrages de ce traité talmudique, 2 de celui-ci, 2 de Baba Kama et 2 de Sanhedrin. Ce qui indique probablement qu'il s'agissait des textes les plus répandus et les plus fréquemment étudiés dans la région de Colmar. Alors pourquoi? Parce que brachot, comme je vous l'ai mis en dessous, traite de la vie rituelle quotidienne, des bénédictions. Quelles bénédictions faut-il faire, quand et comment? Gittin, ce sont les procédures de divorce. Alors bien sûr, il y a également la procédure de mariage, mais les procédures de divorce sont plus complexes. Bava Kama, ce sont les dommages corporels, matériels. Et Choulin, c'est le fonctionnement des tribunaux rabbiniques. C'est pas Choulin, c'est Sanhedrin, donc erreur de ma part. C'est Sanhedrin. Ce sont les fonctionnements des tribunaux rabbiniques, très importants également. Alors, là, j'ai choisi quelques photos des fragments du Talmud que nous retrouvons donc dans les reliures des incunables ou des manuscrits, puisque là, il y a un manuscrit à gauche, vous avez un manuscrit, c'est le manuscrit 416. Je reprends le diaporama. Voilà. Ceux qui ont déjà vu une page de Talmud se rendent bien compte que ça ne correspond pas du tout à ce que l'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, le Talmud est disposé, c'est un texte central, avec des commentaires sur les côtés, un petit peu une disposition que les ouvrages latins ont adopté avant même les ouvrages hébreux. Pour que le texte principal, pour que le commentaire, en fait, accompagne directement le texte principal. Là, ce n'est pas le cas. Vous n'avez que le texte principal, il n'y a pas de commentaire. Mais la question se pose, y avait-il déjà des commentaires? Alors, ce n'est pas toujours facile de le savoir. Vous avez à droite un manuscrit qui se trouve dans un incunable qui provient de Rouffach. Et il est particulièrement intéressant parce qu'il est très proche, l'écriture est très proche d'un manuscrit qui est conservé à Florence, qui est considéré comme le manuscrit du Talmud le plus ancien, et qui date de 1177. Alors,
il n'est pas certain que ce fragment de manuscrit date du XIIe siècle également, mais il date probablement du XIIIe siècle, et peut-être même du début du XIIIe siècle. Et on l'a retrouvé à nouveau dans la bibliothèque, donc dans un incunable qui appartenait à la bibliothèque des franciscains de Rouffach. Rouffach, c'était un village où une importante communauté juive est attestée à partir de 1288, mais vous le savez peut-être, il y a eu 3 massacres successifs, 1298, 1338 et 1349, à la suite de quoi les Juifs ne sont pas revenus habiter à Rouffach. Ce qui veut dire que toutes leurs possessions, lors du massacre qui a fait suite à la peste noire en 1349, toutes leurs possessions, qu'il s'agisse de livres ou d'autres biens, sont tombées dans les mains des villageois, de leurs voisins, et certains livres, certains fragments de manuscrits ont été utilisés dans les reliures. On peut raisonnablement penser que ces fragments de manuscrits sont plus anciens que ceux que l'on a retrouvés dans les reliures faites par les dominicains, parce que tout simplement la communauté juive avait disparu 100 ans plus tôt à Rouffach. Juste encore un mot sur les manuscrits du Talmud. Alors là, on a un manuscrit du Talmud qui est écrit d'une autre façon. Il n'est pas en 2 colonnes, ce qui est rare, mais tout simplement parce que l'écriture est cursive. Précédemment, on avait une écriture que l'on appelle livresque, qui est à mi-chemin entre l'écriture carrée et l'écriture cursive. Là, on a donc un parchemin écrit d'une écriture cursive, et vous voyez qu'il y a une note portée par quelqu'un en bas à gauche, par quelqu'un qui a étudié ce parchemin, qui a étudié ce livre. C'était des livres d'études. Et c'est pour ça que sur les fragments du Talmud, on retrouve très souvent des annotations faites par des personnes qui ont étudié ces fragments. Alors, ce manuscrit est particulièrement intéressant. Il y a plusieurs fragments donc, de ce manuscrit, parce que cette fois-ci, on a le texte du Talmud donc, au centre, avec le commentaire de Rashi, copié sous forme de glose. Donc c'est le début d'une mise en page déjà un peu plus élaborée. C'était probablement un manuscrit de grande valeur. Il était grand. Voilà. Donc là, vous avez la moitié de la page. Donc c'était un manuscrit de grande dimension. Et à partir du moment où on dit manuscrit de grande dimension, c'est un manuscrit qui est plus précieux, qui a une plus grande valeur. Et il est copié de façon très soignée. Alors, ce fragment de manuscrit est intéressant parce qu'il a permis de retrouver un commentaire qui avait été perdu. C'est le commentaire de Samson de Sens, qui avait écrit un commentaire dont on a retrouvé 2 feuillets en Allemagne au début du siècle, mais on n'a pas le commentaire dans sa totalité. Et là, dans les reliures donc, de Colmar, on a ce qu'on appelle 2 bifeuillets. Ce sont des doubles feuillets, une double page, ça s'appelle un bifeuillet. Et on a donc 2 bifeuillets de chaque côté, enfin sur le contreplat supérieur, le contreplat inférieur de l'incunable. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a aucune information sur la provenance de cet incunable. Il est rentré dans les collections, mais on ne sait pas comment. Mais il est là, et il a permis donc de reconstituer, de restituer une partie du commentaire sur le traité Hérouvine de Samson de Sens. Alors juste pour information, Samson de Sens a vécu de 1150 environ à 1214. Je vais passer maintenant à un autre type de commentaire, c'est le commentaire donc de Rachi sur les nombres.
c'est la carte qui est exposée dans la vitrine de l'exposition. Et je voulais juste vous expliquer un petit peu ce qu'était cette carte de Rachid. Alors, c'est une carte très schématique. Vous avez ici le pays de Canaan. Donc, tout est tracé sous forme de carré, de rectangle. Vous avez ici le Jourdain, donc un fleuve. Vous avez ici l'Égypte. Alors, il y a des indications. Vous avez donc le nord indiqué ici, l'est, l'ouest et le sud, pour savoir dans quel sens orienter la carte. Parce qu'il y a des cartes de Rachid dans certains manuscrits où on a l'est au nord. L'est en haut, enfin au nord. Là où nous aujourd'hui, plaçons le nord. Voilà. Donc, c'est la carte de Rachid. Alors, pourquoi la carte? Pourquoi est-ce que ça a cette forme? On ne sait pas vraiment. Il y a eu des tentatives d'expliquer. Il est probable que c'était un simple schéma et qu'on n'avait pas, de toute façon, Rachid n'ayant jamais visité, Rachid 1040, 1105, n'ayant jamais visité la terre d'Israël et le pays de Canaan, ne savait probablement pas quelles étaient les dimensions et comment la représenter. Je ne suis pas sûre non plus qu'il ait su comment représenter la Champagne, la Champagne où il vivait, mais en tout cas, ce qu'il voulait, c'est bien faire comprendre comment les Israélites étaient rentrés ou allaient rentrer dans le pays de Canaan. Donc, il a donc fait un schéma pour expliquer le chemin qu'ils allaient suivre, puisqu'ils vont passer sur le côté et rentrer non pas par le sud, mais par l'est. Là, vous avez deux feuillets déchirés ou coupés du même ouvrage que celui qui est présenté en bas, avec le coq, avec l'oiseau. Je dis le coq, non, c'est un oiseau. Et la raison pour laquelle je les ai choisis, c'est parce que je voulais vous montrer qu'en fait, dans ce rituel de prière des fêtes, Marzor, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, il y a une utilisation, on utilise différentes encres, des encres de couleur, le rouge et le noir, et il y a d'autres fragments, hein, moins grands, mais on retrouve toujours l'utilisation des deux couleurs, ce qui était un signe de... Enfin, le manuscrit est un manuscrit prestigieux, important, qui avait de la valeur. Alors, ceci est un autre rituel de prière que l'on appelle le Marzor Vitri. En fait, c'est une compilation de prières de rites français anciens et d'explications de ces prières. Cet ouvrage a été attribué à Simcha de Vitry, hein, le nom de la ville, qui vécut au XIIe siècle et qui était un élève de Rachid dont j'ai parlé précédemment. Alors, je vous l'ai montré parce que tout simplement, lorsque j'ai ouvert pour la première fois donc, cet incunable, je ne voyais que cela. Et je n'arrivais pas à identifier le texte. Et grâce aux relieurs, à l'expertise des relieurs, on a décollé donc la page, la feuille qui se trouvait dessus, et il a été possible donc de voir une grande partie du texte et de l'identifier. Alors tout à l'heure je vous disais qu'il y avait un manuscrit d'origine française, c'est celui-là. Vous ne le voyez peut-être pas, il est difficile quand on n'a pas l'habitude de le comparer avec ce qu'on a vu précédemment, mais on a le sentiment que les lettres, telles qu'elles sont écrites, sont légèrement plus tremblées. En fait, elles ne sont pas tremblées, mais c'est un artifice, c'est de la décoration. Et c'est tout à fait caractéristique des manuscrits français, donc écrits en France entre le XIIe et XIIIe siècle.
la France allant donc de la Champagne jusqu'à l'ouest parisien, un peu plus loin. Donc voilà, ça c'est un manuscrit qui vient de France et ce n'est pas très étonnant puisque je vous ai dit il s'agit d'un ouvrage d'origine française. Alors est-ce qu'il a été apporté dans la vallée du Rhin, peut-être au moment de l'expulsion des Juifs de France, c'est possible, ou est-ce qu'il est arrivé avant, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il est là et il témoigne de l'arrivée de liens entre les Juifs de France donc, et les Juifs de la vallée du Rhin. On peut reconstituer pratiquement, il m'a été possible de reconstituer pratiquement un tiers d'un Pentateuque. Alors, là, vous avez donc un ouvrage, c'est celui-là, donc avec ici 2 fragments qui appartiennent au même ouvrage, donc ce fameux Pentateuque, et 2 fragments qui appartiennent à un autre ouvrage, un commentaire sur le Talmud et un livre de prière. Voilà. Donc là, j'ai découpé la photo précédente, et vous voyez là-haut ce que vous avez déjà vu également sur le fragment qui est exposé du même ouvrage, c'est le nom du copiste, Baruch. C'est le copiste qui a signé discrètement son nom, et comme cette fois-ci son nom apparaît à la première ligne, il a pu faire une décoration plus importante que celle qui se trouve sur le fragment que vous avez dans la vitrine. Dans la vitrine, il avait juste mis quelques petits points, tandis que là, il a fait pratiquement il a dessiné une couronne sur son nom. Et c'était le moyen qu'il avait de se signaler et d'espérer que l'on garde le souvenir de son travail. Alors, ce qui est intéressant dans tous ces ouvrages, c'est que ce sont des ouvrages extrêmement... cet ouvrage, en tout cas, est un ouvrage extrêmement soigné, écrit par un copiste professionnel. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est dommage que je n'ai pas pu vous montrer donc, la série de photos, mais l'écriture est très régulière et les voyelles sont toujours placées de telle sorte que ça ne se chevauche pas, et il y a également les accents pour chanter quand il est donc le texte, ici c'est le texte de la Haftara, ce qui est lu après la lecture de la Torah, le samedi, le Shabbat et les jours de fête. Donc, il est clair qu'on a affaire à un manuscrit de qualité écrit par un scribe professionnel, et donc il y avait un commanditaire qui pouvait le demander, et ce qui veut dire qu'il y avait une communauté quand même qui était importante, bien implantée à Colmar et dans la région. Juste un mot encore sur les ouvrages liturgiques que je vous ai montrés, les livres de prière, Marzor et cet ouvrage, ce Pentateuque. C'était des ouvrages qui appartenaient probablement à la synagogue. Il y avait des particuliers qui possédaient ce type d'ouvrage, mais il y avait des ouvrages qui restaient en permanence à la synagogue, et souvent, lorsqu'on avait un livre de prière qui était décoré, c'était le livre de prière dans lequel l'officiant, à partir duquel l'officiant priait, dont l'officiant se servait. Et de la même façon, ce Pentateuque qui est très beau, c'était pas un Pentateuque que l'on amenait, que l'on apportait, rapportait. Je veux dire, c'était un Pentateuque qui restait à la synagogue, et peut-être était-ce celui à partir duquel certains fidèles suivaient donc la lecture de la Torah, le samedi et les jours de fête, puis la lecture de l'Haftarah. Alors j'arrive aux fameuses tables astronomiques. Vous voyez tout en haut des tables avec du noir et du rouge. Il s'agit en fait
de table astronomique. Alors là, à nouveau, j'ai utilisé un fragment qui se trouve à Strasbourg parce qu'il est beaucoup plus clair que celui qui se trouve donc à Colmar, qui est collé sur la reliure d'un des incunables. Et c'est ce fragment de Strasbourg qui m'a permis d'identifier le texte. Alors, juste à titre de curiosité, là, vous avez un signe un peu bizarre qui ne ressemble à aucune lettre hébraïque, et c'est tout simplement un 0. Et là, vous avez donc des colonnes avec des chiffres qui indiquent parfois les minutes, parfois les secondes, enfin toutes sortes de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et cet ouvrage astronomique est probablement la copie d'un ouvrage composé par Emmanuel Ben Jacob Bonfil, qui a vécu à Tarascon au XIVe siècle. Et ces tables astronomiques ont eu un très grand succès, puisqu'il y en a à peu près 79 de conservés, 79 manuscrits conservés dans les bibliothèques. Le manuscrit qui est conservé à Munich indique qu'il a été achevé à Tarascon en 1365, et l'auteur en a fait lui-même une traduction latine en 1406, qui a été également commentée par un auteur chrétien et qui a eu aussi pas mal de succès. Il y a eu une adaptation de ces tables astronomiques dans la région, faite par un rabbin qui est assez célèbre, qui s'appelle Jacob Ben Moïse Moline, ou Maharil, et qui avait été rabbin à Mayence. Il a vécu à peu près, ces dates sont 1350-1427. Il est possible que les tables astronomiques que nous avons ici soient celles de Jacob Ben Moïse Moline, mais il se peut également que ce soit celle de Emmanuel Ben Jacob Bonfil. En tout cas, je voudrais juste revenir sur un point qui a davantage trait aux statistiques et qui m'a frappé. Il existait à Colmar ou dans les environs un exemplaire de ces tables astronomiques, dont on a par ailleurs 79 manuscrits complets. Il existait aussi un exemplaire du livre des racines, le lexique de David Kinckry, qui est exposé en bas, dont on a conservé également 80 exemplaires dans les nombreuses bibliothèques. Tous deux sont des ouvrages qui ont été composés en Provence, l'un au XIIIe siècle, l'autre au XIVe siècle. Tous deux sont des livres scientifiques, l'un lexicographique, l'autre astronomique, ce qui veut dire qu'il y avait dans la région des érudits qui possédaient ces ouvrages et qui s'y intéressaient. Alors voilà, c'était un petit aperçu de la collection des fragments hébreux conservés dans les reliures de livres de la bibliothèque municipale. Certes, ce ne sont que des fragments, mais comme je l'avais signalé en introduction, chaque fragment est un témoin d'un livre qui n'est plus. Et grâce à eux, il est possible de reconstituer en partie les centres d'intérêt des communautés juives de la région de Colmar au Moyen-Âge. Tous les textes indispensables à la vie juive quotidienne, ouvrages liturgiques, Talmud, livres de halakha, tables astronomiques, livres de grammaire, pour ceux qui étaient férus d'hébreu biblique, sont réunis. Tous ces livres sont réunis. Certains sont sobres, d'autres plus sophistiqués, probablement parce qu'ils étaient utilisés dans le cadre communautaire. Je pense notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, au Marzor qui est décoré et au Pentateuch à l'élégance plus sobre. La qualité de ces ouvrages à usage liturgique suppose le recours à des copistes de qualité et donc une organisation structurée pour transmettre les savoirs et les textes. Nul doute que ces fragments donnent une image assez fidèle de ce que devait être la bibliothèque juive au XVe siècle dans la vallée du Rhin, dans la région de Colmar. Tous ces incunables sont reliés par des textes en hébreu ou il y a d'autres... Vous avez raison de poser la question. Je ne l'ai pas dit, et j'aurais pu le dire. En vérité, il y a environ 500 ouvrages qui comportent des fragments et un cinquième seulement comporte des fragments hébreux. C'est-à-dire qu'il reste à explorer maintenant les 400 ouvrages qui contiennent des fragments latins, des antiphonaires.
La seule chose, c'est que, je poursuis un petit peu dans votre question, il est plus logique de comprendre pourquoi des relieurs qui se trouvaient dans des couvents et qui reliaient des livres latins possédaient des fragments de manuscrits latins. La question se pose pour les fragments hébreux, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même une certaine sainteté qui était attachée à ces fragments, notamment les fragments liturgiques, puisqu'il y avait le nom de Dieu que l'on ne détruit pas. Et c'est la raison pour laquelle on fait le lien entre les persécutions et donc l'utilisation de ces fragments par les relieurs. Existe-t-il plusieurs fragments avec des illustrations un peu du même type que ces illustrations que vous avez sur cette projection? Ça paraît tout à fait étrange. Oui, alors non, en tout cas, c'est le seul fragment qui est conservé à Colmar. Alors, dans la mesure où il s'agit d'un livre de prière décoré, il était d'usage de marquer le début des prières des différentes fêtes par une illustration. Alors, ça pouvait être quelque chose de différent, mais là, c'est une illustration effectivement très colorée, et il serait intéressant peut-être d'essayer de retrouver des illustrations du même type dans des manuscrits produits dans la région pour peut-être arriver à le dater. Enfin, dater l'illustration et donc dater l'ouvrage. Oui. Mais on retrouve le motif de bec d'oiseau sur les mapotes, sur des mapotes brodées. Alsacienne. Oui. Alors, la mappa. Type alnanique. Alors, j'explique peut-être quand même. La mappa, c'est un tissu avec lequel on entoure le rouleau de la Torah pour éviter qu'il ne s'ouvre. Donc, il est de tradition en Alsace d'offrir à la synagogue une mappa quand l'enfant a 3 ans. Voilà, c'est ça, une mappa. Alors, traditionnellement, je crois que cela doit être fait avec les langes du bébé, mais enfin, ça ne l'est plus toujours aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est possible qu'on le retrouve, mais il faudrait arriver à remonter bien au-delà pour arriver à le dater. Oui. Mais alors là, j'ai dans le cartel qui figure dans la vitrine, j'ai bien expliqué qu'en vérité, le mot formé ici est un L. C'est-à-dire vous avez le Aleph, donc la première lettre de l'alphabet, et ici le Lamed, c'est une ligature, parce que très souvent, on a la ligature du Aleph et du Lamed. J'aimerais bien essayer d'en trouver une dans cette page, mais évidemment, il n'y en a pas. Si. Non, il n'y en a pas. Alors, donc voilà, c'est une ligature, donc 2 lettres formées l'une avec l'autre, et donc c'est le début d'une prière. Et c'est le début donc de la prière d'un Shabbat particulier. Le Shabbat Shkalim, qui est un des 4 Shabbats particuliers, Shabbatot, je n'ose pas dire en hébreu le pluriel, mais un des 4 Shabbats particuliers avant donc la fête de Pâques. Donc ça c'est le début, c'est la raison pour laquelle c'est décoré. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est en bas de page. D'habitude, les décorations sont toujours en haut de page, c'est-à-dire qu'on commence pour une nouvelle fête ou un nouveau Shabbat, on commence une nouvelle page, comme un nouveau chapitre. Et là, assez curieusement, peut-être parce qu'il restait beaucoup de place, peut-être que ça a été fait ultérieurement, mais il y a une décoration en bas de page. Oui. Moi, ce qui m'a étonné, c'est dans la liste des œuvres qui figurent sur les œuvres qui correspondent aux fragments qu'on a retrouvés, c'est le fragment qui concerne Rashbam, Maïmonide. Non, Samuel Ben Meir. C'est Samuel Ben Meir. Ah, c'est pas. Non, pas du tout, c'est Samuel. C'est pas Rambam, j'ai confondu. Non, c'est Samuel Ben Meir. En fait, c'est un commentaire de Samuel Ben Meir, qui est un petit-fils de Rachid. D'accord, donc ça concerne toujours cette région Champagne. Oui, absolument. Les exégètes qui sont mentionnés
sont tous de l'école française de l'exégèse. Quasiment, absolument. On ne trouve pas de... On ne trouve pas beaucoup d'ouvrages du Sud. Voilà. On le trouve un peu plus tardivement, et même les ouvrages de Halacha, si je puis dire, de Wajvil, ce sont les ouvrages qu'on retrouve par ailleurs également, c'est-à-dire le grand livre des préceptes et le petit livre des préceptes. Ce sont des ouvrages qui ont été composés également dans France du Nord et région, enfin, Ashkenaz. Voilà. C'est important parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu de mobilité de population du sud vers le nord. C'est pas tout à fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Simplement, les décisionnaires, les rabbins qui étaient décisionnaires et donc dont on suivait les enseignements, c'était les rabbins de la région, ce qui est logique. Parce qu'il y avait des coutumes régionales et on suivait les coutumes régionales. Sauf pour les tables astronomiques. Alors, les tables astronomiques et le lexique. Mais à part ça, on a des traces de voyageurs qui sont venus du sud de l'Espagne dans le nord. Abraham Ibn Ezra, par exemple, et c'est l'exemple type de quelqu'un qui a quitté en 1140 l'Espagne, est arrivé à Rome, s'est promené dans la Provence, puis est remonté vers Rouen, a rencontré donc les rabbins du judaïsme ashkénaze, et son enseignement est reflété dans les commentaires. Non, mais justement, je veux dire, comme on est réunis autour de Yosselman, ce qui est important, c'est de se rendre compte combien Yosselman est nourri de la pensée sfarade du nord de l'Espagne et des commentateurs, et qu'au contraire, je veux dire, l'image qui est changeante pour nous, c'est de contact, de voyage, d'échange intellectuel, et ça c'est fondamental, et à travers Yosselman, on a un exemple important. Vous avez parlé d'un scribe, est-ce que vous avez trouvé d'autres noms identifiés du scribe, ou est-ce que c'était un peu dans les manuscrits médiévaux anonymes? Souvent les manuscrits ashkénazes ne sont pas signés. Les manuscrits du Pentateuque ne sont souvent pas signés, mais il arrive qu'il y ait des colophons. Donc les colophons, c'est une notice en fin d'ouvrage indiquant le lieu, la date, le nom du copiste, parfois tous les éléments, parfois une partie seulement. Comme nous n'avons pas d'ouvrage dans sa totalité, il est difficile de dire si l'ouvrage était signé, suivi d'un colophon ou pas. Mais cette façon de signer son nom, un peu avec un petit clin d'œil, est très fréquente dans les manuscrits ashkénazes. On le retrouve assez fréquemment. Dans les manuscrits séfarades, on mettait plus fréquemment des colophons, et donc c'est moins fréquent, mais ça existe également. Est-ce qu'il y a une corrélation quelconque entre les textes juifs qui ont été collés et le contenu des incunables? Est-ce que ce sont des textes religieux ou aucun rapport? Alors, il n'y a aucun lien entre les deux, même si parfois ce sont des Bibles qui sont reliées et sur les reliures desquelles on trouve des fragments hébreux. En complément, il faut bien dire qu'à l'époque, dans la région, pratiquement personne ne maîtrise l'hébreu de toute façon, ne peut faire, donc elle est en mesure d'établir un lien entre les textes contenus par ces fragments et les textes qui vont relier. Quelle est la nature des fragments? C'est du parchemin? Toujours du parchemin, toujours. En tout cas pour ces fragments-là. Ce n'est pas le cas des fragments qu'on trouve ailleurs. On trouve parfois dans le sud de la France, en Espagne, on trouve des papiers, beaucoup de papiers. Mais à Colmar, je n'ai trouvé que du parchemin. Et parfois du beau parchemin. Il m'arrive de trouver par exemple du parchemin de chèvre, qui est un parchemin plus blanc, plus beau, plus luxueux. L'essentiel de ces fragments, donc sinon la totalité, le plus tardif, sont du XIVe siècle.
peut-être début du XVe siècle. C'est toujours très très difficile. Alors on a du mal à dater les fragments hébreux parce qu'on n'a pas suffisamment de fragments de manuscrits de référence. Lorsqu'on veut dater des fragments, lorsqu'on veut dater des ouvrages qui ne sont pas datés, on essaie de comparer le style de l'écriture, la disposition, la mise en page, la mise en texte, les dimensions, et essayer de trouver les points communs. Avec les manuscrits hébreux, c'est très difficile parce qu'il n'y a déjà pas énormément de manuscrits hébreux, les origines sont très diverses, et peu sont ceux qui sont datés. Donc lorsque je veux dater, lorsque nous voulons dater des manuscrits, c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai pris tout à l'heure pas mal de précautions oratoires quand j'ai comparé le manuscrit du Talmud à celui qui se trouve à Florence, parce que ce n'est pas évident. Il y a effectivement la forme des lettres, la disposition, mais il peut y avoir d'autres choses également qui jouent, comme des abréviations et la mise en page. Et il est très difficile aujourd'hui de dire le manuscrit de Florence est daté de 1177, celui-ci lui ressemble énormément, donc il doit être de la fin du XIIe siècle. Alors quand je dis le manuscrit de Florence, c'est le manuscrit conservé à la bibliothèque de Florence. Et donc, c'est très difficile de le dire parce qu'on peut avoir le même usage pendant 50 ans, 100 ans, et après changer d'usage. Ce qui est certain, c'est qu'on a constaté une gothisation, comme dans l'écriture latine, une gothisation de l'écriture à partir de 1250 environ. Alors, quand on parle de gothisation de l'écriture, ça veut dire davantage de plein, de déliés, des formes un petit peu identiques. Là, je ne voulais pas proposer, mais il y avait un ou deux manuscrits qui étaient très gothiques. Et lorsqu'on les voit de loin, il est difficile de dire c'est de l'hébreu, c'est du latin. C'est en rapprochant le manuscrit qu'on voit bien qu'il s'agit d'hébreu. Mais ça intervient à la fin du XIIIe siècle. Est-ce qu'on ne peut pas dater un parchemin par des moyens chimiques, puisque l'animal a été tué, donc à partir de là, il y a une réaction qui se fait. Oui, mais vous avez raison, mais on ne l'utilise pas pour des raisons, d'abord parce qu'on risquerait d'abîmer le parchemin, donc il faut avoir une assez grande surface pour pouvoir le faire. Deuxièmement, c'est assez onéreux. Ça a été utilisé il y a peu pour un rouleau de la Torah qui a été retrouvé à Bologne. On a retrouvé un rouleau de la Torah que l'on pensait être d'avant 1200. Et donc, il y avait des discussions. Les raisons pour lesquelles on pensait qu'il datait d'avant 1200, c'est qu'il n'appliquait pas les lois de la copie telles que les a énoncées Maïmonide, et donc à partir du moment où il ne les appliquait pas, il fallait qu'il ait été écrit avant 1200. Donc il y avait des discussions. Finalement il a été décidé d'utiliser le carbone 14, et je crois qu'il y a eu une fourchette d'une quarantaine d'années, 1180, 1220, enfin bon, nous sommes autour de 1200, tout va bien. Oui, se pourrait-il qu'il y ait encore d'autres manuscrits qui soient pris en sandwich dans les reliures hébraises? Ouh, certainement. Mais une des règles aussi, c'est de ne pas toucher à la reliure. C'est-à-dire qu'on peut décoller, mais on ne touche pas à la reliure parce que ça fait partie à ce moment-là de l'histoire du livre. Et donc on veut laisser le livre entier, même si le fragment qui a été collé sur la reliure. On agit au cas par cas. Hein. Disons, si le fragment, visiblement, présente certains aspects qui laissent soupçonner quelque chose de vraiment très particulier, très exceptionnel, alors à ce moment-là, on peut prendre la décision de récupérer, quitte à ce que le volume en souffre un peu. Mais bon, tout est réversible. De toute façon, on peut toujours remonter après la reliure. Mais il faut vraiment que ce soit du cas très particulier pour qu'on porte atteinte à la structure même du volume. Là, les feuillets, on peut... des feuillets, bon, Madame Kojal vous a montré des exemples qui ont pu être décollés du
En tout cas, ça c'est le quotidien du relieur, on va dire. Ça ne porte pas atteinte à l'intégrité même du volume, donc c'est tout à fait envisageable. Il y aura des procédés, des interventions effectivement sur ce qui se cache sous le dos. Bon, là, il faudrait démonter le volume, mais enfin bon, en tant que conservateur, je ne suis pas forcément favorable. Alors, quand même, il faut vraiment que j'ai des raisons très particulières. Je vais quand même vous dire, vous parlez de l'expérience de Gérone. À Gérone, on s'est rendu compte que les reliures des dossiers d'archives étaient faits comme du papier mâché, c'est-à-dire que c'était plusieurs épaisseurs de fragments de papier qui étaient collés et qui servaient de reliure. Et il y a un projet énorme aujourd'hui pour détacher donc ces reliures, pour décoller les fragments un par un, les sécher pour pouvoir après les étudier et les analyser. Et alors ça implique un travail énorme. C'est de la bactériologie. Oui, tout à fait. Mais disons que ce que l'on espère trouver dans ces archives de Gérone, ce sont beaucoup de contrats, beaucoup des contrats pour l'essentiel. Ce sont des archives notariées qui ont été après donc inutilisées et réutilisées comme papier mâché. Et ça permettra de mieux connaître toute l'histoire de Gérone avant le XVe siècle. Donc voilà, mais c'est un travail énorme et c'est parce qu'on sait que les reliures ont été faites ainsi que tout ce processus a été enclenché. Juste encore un mot, le commentaire de Samson de Sens dont j'ai parlé, qui a été donc découvert ici, je vous ai dit que c'était donc un bifeuillet, une double page. Alors, les deux bifeuillets ont été décollés. Ils sont restés attachés à la reliure, mais ils ont été décollés de sorte qu'on a pu lire ce qui était au verso. On poursuivrait encore longtemps sur ces archives très particulières que contiennent ces livres eux-mêmes. Les historiens de certaines époques, je faisais allusion tout à l'heure, qui disent que l'essentiel de leur travail, c'est de récupérer le contenu des poubelles de papier d'Antiquité. Là, c'est bon, ce qui va se passer à Gérone, comment ça se passe à Gérone. Alors, juste un mot peut-être pour dire encore que tous ces fragments font l'objet de projets collaboratifs internationaux très actifs, je crois. Et que, puisqu'il s'agit aussi vous l'aurez compris, aussi bien à l'échelle d'une seule bibliothèque qu'à l'échelle de plusieurs bibliothèques, puisqu'on peut retrouver des fragments d'un même texte, mais à des endroits différents. Alors, il y a le cas de Strasbourg, vous avez parlé, des fragments conservés à Strasbourg, en dernière analyse, sont quand même des fragments colmariens. Alors, il y a un autre cas, je ne l'ai pas exposé, mais il y a un fragment de Colmar, qui est un fragment d'un midrash peu répandu, il y a le coup de Shimoni, qui appartient à un livre dont il existe un fragment à Francfort. Voilà. Et c'est le même ouvrage. Donc, sur Célestat et Andrea. Alors Célestat, il y a 8 fragments qui sont connus depuis un certain temps. Et il y a notamment, il y a un fragment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le fragment qui contient un texte qui était inconnu jusque-là, qui a fait l'objet d'une communication il y a 2-3 mois. Et c'est un genre littéraire que l'on ne connaissait pas, c'est un commentaire sur un type de texte que l'on ne connaissait pas. Et le texte, oui, mais le commentaire, on ne le connaissait pas. Et visiblement, il semble que c'était un genre littéraire pratiqué dans la région. Donc c'est quelque chose de tout nouveau. Et là, ce fragment de manuscrit est bien collé sur la reliure. Et pour l'instant, voilà, il n'y a pas moyen de le décoller. On ne peut pas toujours. Les relieurs sont très habiles, on ne peut pas tout faire. Il paraît qu'il est qu'il est spécialement bien collé. Donc voilà.
Seigneur.